solución de masa, pero pacífica. Je vous ai compris. Less than a teaspoon of dry anthrax. Ich bin ein Berliner. Broad-based assault on the forces of Islam. I still have a dream. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Chers internautes, bonsoir ou bonjour. Sur Internet, il n'y a pas d'heure. Bienvenue pour la première de Cartes sur table, la nouvelle émission de Nexus consacrée aux questions de géopolitique. Et avec moi pour cette première, le grand journaliste de grand renom, Jean-Michel Vernochet, journaliste international. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonsoir à Nexus, bonsoir à toi Raphaël, à tous nos amis, à tous ceux qui nous regardent et nous suivent. Alors, carte sur table, donc on va parler franc, on va essayer de poser les termes, et évidemment, carte, et on va essayer d'aborder des sujets géopolitiques dans leur complexité. Jean-Michel, je rappelle que tu as écrit une trentaine de livres, dont le livre Anatomopathologie du wokisme, qui est en 2 cahiers, disponible sur thebookedition.com. Et on peut rappeler qu'il y a un de tes ouvrages qui a été réédité aux éditions d'Eterna, et il s'intitule « Comprendre la destruction de l'Iran ». L'Iran qui est un élément essentiel pour comprendre ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. C'est une puissance régionale de très grande importance. On l'a vu encore une fois avec la guerre de 12 jours. Donc Jean-Michel, merci encore une fois d'avoir accepté d'essuyer les plâtres et d'être là pour cette première émission. Alors, cette émission, j'ai choisi de l'intituler « Israël seul contre tous », puisque, évidemment, avec les récents événements, on peut se demander si Netanyahou n'est pas en roue libre complète, et puisque la liste des pays attaqués par Israël, agressés, s'allonge. On va en parler dans quelques instants. Mais avant tout, pour ouvrir cette émission, je tenais à diffuser un extrait de l'hommage de Candace Owens à Charlie Kirk, qui est cet influenceur très jeune, américain, de 31 ans, qui faisait partie des jeunesses conservatrices qui ont soutenu Donald Trump. Lui, ça fait 8 ans qu'il soutient donc, Donald Trump. Et il faisait une tournée des universités, notamment aux côtés de Candace Owens à une époque, pour débattre avec la jeunesse, à une époque où la discussion, le débat et l'échange sont de moins en moins possibles, permis. La fenêtre d'Overton, vous savez, le débat admis dans les médias mainstream se réduit comme peau de chagrin d'un côté et s'ouvre vers des choses et des discours inquiétants de l'autre. Alors on va en parler bien sûr avec Jean-Michel, mais pour lancer cette émission, je voudrais, la régie s'il vous plaît, Lazare, si tu peux lancer la séquence que j'ai préparée, donc un extrait de l'hommage de Candace Owens à Charlie Kirk, donc que j'ai sous-titré exprès pour cette émission. And I just want to say that Charlie and I, because I think this is important, never for a single minute, ever, did Charlie and I stop being friends. Even when the world demanded that from both of us, our relationship was real. We were brother and sister. You know, we were fortified. Our relationship was forged in fire, the fire of politics. I knew him. I knew Charlie, the real Charlie. And Charlie knew the real Candace, you know. And people knew I didn't like a lot of people in politics. I didn't like a lot of people calling me and doing the political dance. Of course, people guessed it correctly when they said, oh, the person who probably was the intermediary when Trump called about Brigitte was Charlie Kirk. Of course it was Charlie. They would never send anybody else to call me with anything because they knew that Charlie was a brother to me. And there was so many things that were said that were wrong, and we laughed at how wrong it was when people thought that when I had made up my mind about Israel, that Charlie and me fell apart. Nope, never, not for a second. I said... Voilà, il est question de 2 sujets dans cet extrait. Il est question de l'affaire Brigitte Macron, Brigitte Jean-Michel Trogneux, on ne sait pas. Et l'autre sujet, c'est Israël, évidemment, puisque il y a dans un passé plus ou moins proche, aussi bien Candace Owens
que Charlie Kirk étaient plutôt des supporters de l'État d'Israël. Ils ont complètement changé d'avis. Et voilà, elle évoque ce sujet-là, comme quoi ils n'étaient pas du tout en désaccord. C'est juste que Charlie Kirk l'a révélé plus tard, hein, ce retournement, entre guillemets, par rapport à Israël. Et il a d'ailleurs dit dans une vidéo, si je ne me trompe pas, qu'il craignait pour sa mort s'il le faisait. Et Candace Owens, j'en ai parlé à de nombreuses reprises dans les émissions NRA de Nexus. Elle a fait un énorme travail sur l'affaire Jean-Michel Brigitte, notamment grâce au travail de Xavier Poussard, qui lui-même s'est basé sur les travaux de Natacha Ray, et sur l'affaire évidemment Jeffrey Epstein, puisque là ça a des implications, ça va bien au-delà de la pédocriminalité, il n'est pas difficile d'imaginer tout le chantage politique à des fins sionistes qui a pu être fait via l'intermédiaire de Ghislaine Maxwell et son père, hein, Robert Maxwell, qui était un agent du Mossad. Voilà, c'était une introduction un petit peu longue. Est-ce que tu peux commenter cet assassinat de Charlie Kirk? Qu'est-ce que ça t'inspire, la figure de Charlie Kirk et son compagnonnage avec Candace Owens, qui sont des figures quand même du web américain, du web alternatif et conservateur américain? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être en ce qui me concerne pour la première fois, mais je peux dire je suis Charlie. Nous sommes tous Charlie, enfin tous ceux qui ne sont pas dans la bien-pensance stricte, la bien-pensance, celle qui a conduit les députés européens à faire du brouhaha, du charivari, pour refuser un hommage à Charlie Kirk, alors que cet hommage avait été rendu, peut-être pas tout à fait un genou en terre, mais à George Floyd. Et George Floyd qui était, on peut évidemment et bien entendu regretter sa mort, qui n'aurait peut-être pas dû intervenir, mais je ne sais pas si on peut comparer, les mêmes types de personnes, d'engagement. Floyd était engagé dans le trafic de drogue, dans la pornographie, éventuellement un peu dans la fausse monnaie, dans l'extorsion de fonds. Voilà. Enfin, je sais qu'il y a un des papes récents qui a dit que tous les hommes étaient égaux en dignité. Oui, sans doute, peut-être, mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes que des hommes, et il nous importe, il nous revient, c'est notre devoir de porter des jugements, justement pour protéger les nôtres, notre communauté, nos familles. Et on l'a encore vu récemment, on vient d'arrêter le tueur d'une jeune femme, pas tout à fait une jeune femme, un homme d'une cinquantaine d'années qui avait été condamné à 30 ans de prison, il en avait fait 20, et qui l'a tué. Alors il lui a porté des coups de couteau. On dit, mais enfin, je ne sais pas à quoi pensent les magistrats, les policiers qui disent qu'ils n'avaient pas l'intention de la tuer. Quand on porte des coups de couteau sur une femme, on a de grandes chances quand même de la faire passer de vie à trépas. Alors, Kirk, on dit beaucoup de choses. Il n'a, même dans les milieux dits ultra-conservateurs, droitistes, nationalitaires chez nous, il est américain parce que, alors, on ne retient qu'une chose, et il faut le souligner, c'est qu'il était très pro-israélien. Mais il faut le comprendre, c'est un Américain, un évangéliste. Et pour lui, donc un judéo-chrétien au sens vrai du terme, un messianiste qui pense que le retour du peuple juif en Terre Sainte permettra de faire venir ou annoncera le retour pour les chrétiens et l'arrivée pour les juifs, le retour du Messie. Bon, donc pour lui, il avait une vision assez irénique des choses. Et puis, le temps passant, il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'actualité. Même dans les grands médias, on voit bien que les grands cimetières sous la Lune, c'est Gaza, que la Cisjordanie est attaquée par les colons, que la politique israélienne, au moins la politique du gouvernement, est une politique d'une majorité de la population. Mais on peut penser, imaginer que cette majorité de la population
82% qui sont pour l'épuration ethnique, est elle-même désinformée, manipulée en Israël. Ils ne savent, c'est pas parce qu'ils sont en Israël qu'ils savent exactement ce qui se passe. On peut développer une psychose de masse, mettre une population en état de choc et lui faire avaler presque n'importe quoi. On l'a vu chez nous avec le Covid, les confinements, les vaccinations et autres. Alors, et certains disent, Jean-Michel, excuse-moi de te couper, certains disent que le 7 octobre a été un traumatisme, a été utilisé comme tel pour la population israélienne, de la même manière que le 11 septembre 2001 l'avait été utilisé en son temps pour traumatiser la population américaine et mondiale, dans une moindre mesure, et qu'en France, les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan ont été utilisés, je parle de l'émotion que ça a suscité, a été utilisé effectivement à des fins politiques et géopolitiques. Alors, tu as parfaitement raison, mon cher Raphaël, de souligner la chose. On vient de passer le 11 septembre, mais il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aux États-Unis, Tucker Carlson, entre autres, qui, tout d'un coup, aussi, des écailles leur tombent des yeux. Enfin, s'ils le savaient, mais maintenant, on commence à avoir des preuves réelles, qu'on a toujours plus ou moins eues, mais qu'on ne voulait pas voir, qui étaient escamotées du fait que le 11 septembre était un montage, une mise en scène, une fantastique manipulation qui a coûté la vie à 3000 Américains. D'ailleurs, Tucker Carlson avait prévu une rencontre avec Charlie Kirk en décembre prochain pour débattre de ces questions de la manipulation. Et Tucker Carlson parlant de Kirk, avait dit, à propos d'Israël, il a diamétralement, si ce n'est diamétralement, au moins radicalement changé ses positions. Donc on ne peut pas lui reprocher en disant que, parce que j'ai entendu dire tout, les critiques à son égard, il y a les critiques de gauche, c'était un salaud de fasciste, un extrémiste de droite. Et dans les milieux, encore une fois, nationalitaires et autres, on disait oui, mais il avait un amour qui rejoint d'ailleurs les positions de LFI. Il avait un amour immodéré d'Israël en dépit du génocide qui est en cours. On peut parler aujourd'hui de génocide, c'est le terme même utilisé par les Nations Unies. Il peut paraître énorme, exorbitant, mais tout le monde sait, à y entendre M. Netanyahou, que c'est l'ONU qui ment, c'est le secrétaire général de l'ONU qui ment, qui raconte des bêtises, et c'est lui qui dit la vérité. Bon, Monsieur... Le monde entier est antisémite, effectivement. C'est un peu ce que la vieille rengaine. Le monde entier est antisémite. L'Espagne prend des mesures. L'Espagne est antisémite. L'Union européenne parle de prendre des mesures. L'Irlande est antisémite. Ursula von der Leyen est antisémite. Même M. Macron est antisémite. Voilà, c'est un ridicule. Si le ridicule ne concernait pas... Dans l'occurrence, le ridicule tue. Il a tué Charlie Kirk. Alors maintenant, il faudrait... Et on pourrait mettre ça en balance aussi, dans une moindre mesure, puisque ces personnes avaient beaucoup moins d'audience en France et à l'international. Mais on remarque que de plus en plus d'intellectuels, d'influenceurs, de journalistes, de gens qui ont écrit des livres ou qui écrivent des livres meurent soit de manière assassinée, là clairement Charlie Kirk, il n'y a pas de débat, il a été assassiné, ou soit meurt de façon étrange, il se serait suicidé. En France, on a eu plusieurs exemples, je pense que tu les as en tête, parce qu'ils sont relativement frais. Qu'est-ce que ça dit de notre démocratie, entre guillemets? Je pense que tu... c'est pas nous sommes tous des assassins, mais la démocratie se défend, elle se défend durement, mais peut-être parce qu'elle a de l'eau au mur. C'est vrai, tu faisais, cher Raphaël, allusion à Marlex, Bernard Marlex, Olivier, pardon, Éric Dénessé. À Éric Dénessé, au général de la Ward, qui apparemment est mort de mort naturelle, mais la veille, il se portait excellemment bien et il ne présentait pas de signe d'un accident quelconque. Et on sait que les thromboses ne se produisent pas toujours spontanément et même qu'on sait parfaitement comment les déclencher. Bon, revenons chez nous. Plutôt à l'heure actuelle, je
confesse que je ne connaissais pas Charlie Kirk jusqu'à son assassinat, mais comme la plupart des Français. Mais il avait une audience gigantesque. On peut penser, selon selon la formule latine cui bono, à qui profite le crime. Le crime profite à ceux qui n'avaient plus la capacité de dénoncer. Et là, son changement radical d'orientation vis-à-vis d'Israël devenait extrêmement dangereux. C'est un homme qui influençait plusieurs millions de ses suiveurs. Il y avait une photo un peu étonnante. On voyait Trump, lui, il a entendu la balle siffler à ses oreilles, mais il y a eu plusieurs balles. Kirk, une seule balle a suffi, à 200 mètres. Moi-même ayant été tireur militaire, je peux vous dire qu'à 200 mètres, c'est rien d'extraordinaire. Mais il faut un minimum d'entraînement, il faut du sang-froid. C'est pas un tir d'amateur. Surtout le coup, il visait peut-être la tête, mais il a eu le coup. C'est pas du tout un tir d'amateur. Moi, mon premier réflexe, c'était de dire que c'était un tueur professionnel qui avait tiré. Et donc, peut-être fallait-il le faire taire. Mais pas seulement. Je parlais de cette photo. Trump, ils l'ont manqué. Kirk, ils l'ont eu. Mais le troisième sur la photo, c'était Robert Kennedy Jr., qui dérange beaucoup de monde avec ses attaques contre la très grande industrie pharmaceutique, ce qu'on appelle Big Pharma, comme Big Brother, hein, c'est la même chose. Et l'industrie agroalimentaire, d'ailleurs. C'est lié. C'est l'industrie chimique, que l'on fasse dans l'agroalimentaire ou dans le médicament. C'est les mêmes machines qui tournent, ou à peu près. Donc lui, je me demande si ça ne sera pas le suivant sur la liste. On peut considérer aussi que c'est un avertissement à l'égard ou à l'encontre de Donald Trump, de lui dire bis repetita placente, nul n'est à l'abri d'un nouveau tir malheureux perpétré par un petit blanc, Robinson, 22 ans, apparemment dénoncé d'ailleurs par son père. Il y avait alors je ne sais pas si le père touchera la récompense, enfin, qui est de $100,000 pour qui dénoncerait le tueur. Bon, était-il seul? Pour l'instant, il est supposé avoir agi seul comme un loup solitaire, mais comment expliquer ce passage à l'acte? Enfin, moi, j'ai différentes explications qui valent ce qu'elles valent. Toujours est-il que ce tir qui a fait mouche est un tir, à mes yeux, extrêmement suspect. Si on regarde l'affaire de John Fitzgerald Kennedy, le tueur présumé, enfin qui a tiré évidemment, c'est Lee Harvey Oswald, mais on sait aujourd'hui, on l'a toujours su d'ailleurs, qu'il n'était pas seul. Il y avait une balle magique qui s'était baladée, une balle par devant, une balle par derrière, enfin bref. Notre ami, si je puis dire, Lee Harvey Oswald a été opportunément éliminé par un type de la mafia qui s'appelait Ruby et qui a été condamné à mort, mais il est mort entre-temps. Quand il a perpétré ce crime, cet assassinat qui aussi était visiblement commandité, il était atteint d'un cancer, donc il n'a pas été exécuté. Mais c'était la mafia. Dans l'affaire Martin Luther King, alors j'entends d'ici des hurlements, comment comparer un extrémiste de droite, catholique, anti-woke et compagnie, avec ce héros magnifique, statue du commandeur qui était Martin Luther King. Bon, il y a eu un dénommé Gary, qui là aussi a été un petit blanc, qui a été rapidement attrapé. Il avait laissé ses empreintes sur une arme.
Donc on a retrouvé l'arme, comme on avait retrouvé, par exemple, en bas des tours jumelles du World Trade Center, on avait retrouvé un passeport qui avait échappé aux flammes, au liquide, au métal fondu et compagnie, qui avait volé gentiment de ses propres ailes jusqu'au sol pour être recueilli par les enquêteurs. Non, un anonyme. C'est un citoyen qui a remis après le passeport de manière anonyme à un policier new-yorkais. Encore plus beau. Chez nous, les frères Mera, puisqu'on parlait de Charlie, avaient abandonné leur carte d'identité, enfin leur passeport dans la voiture volée. Et à Nice, le chauffeur du camion qui s'est fait abattre avait laissé aussi un document administratif l'identifiant parfaitement dans la cabine. Le petit Pousset, c'est bien connu. Tous les petits Poussets du monde sèment des petits cailloux derrière eux pour qu'on retrouve leur chemin. Alors, dans l'affaire Martin Luther King, un dénommé Ray, qui a eu un parcours rocambolesque, qui avait été condamné à 99 ans de prison, a fait des aveux, puis s'est rétracté. Et après sa mort, un an après sa mort, en 99, il y a eu un procès intenté par la veuve de Martin Luther King et sa famille, dans laquelle on a trouvé un comparse qui s'était entre-temps, quelques années plus tôt, en 93, qui s'était vanté d'avoir organisé cet assassinat. Et avec l'aide de la mafia, là aussi, on retrouve, comme par hasard, on retrouve la mafia. Et sur les instances, la longue main, le long bras de l'État profond, j'imagine, d'un service quelconque. Il y a 17 services de renseignement concurrents aux États-Unis, il faut le savoir. Et donc voilà. Donc là aussi, il y a quand même des similitudes, même si l'un était un gigantesque afro-américain, gigantesque par sa stature politique et intellectuelle, même si l'autre n'est qu'un misérable petit influenceur blanc qui n'a que quelques millions de suiveurs, la comparaison s'impose, quels que soient les jérémiades qui ne s'élèvent déjà. Il est interdit de faire la comparaison. Pourtant, encore une fois, les faits parlent d'eux-mêmes. Notamment les modes opératoires, merci de le rappeler. Alors Charlie Kirk, je l'ai dit en introduction, c'était quand même le compagnon de route pendant plusieurs années de Candace Owens. Ils ont écumé donc un certain nombre d'universités, ils ont fait une centaine de débats, je crois. C'était Prove Me Wrong, prouvez-moi que j'ai tort. Des débats très intenses, très ouverts mais très intenses. Moi, je les ai connus, ces débats-là, grâce à Radio Modin, un média sur YouTube qui est francophone et qui traduisait un certain nombre de vidéos. Moi, c'était Candace Owens qui m'intéressait, mais c'est comme ça que j'ai connu Charlie Kirk. Donc, hommage également à cette chaîne qui a fait un grand boulot pour diffuser en langue française ces aventures de Charlie Kirk et Candace Owens. Dernière chose, tu as dit que tu as parlé des différentes personnes qui pourraient se sentir inquiétées, notamment Donald Trump, mais il y a évidemment Tucker Carlson et Candace Owens qui peuvent se sentir aussi, à juste titre, menacée. Candace Owens, elle a fait une vidéo très digne où elle est bien sûr, elle doit être pleine d'émotions parce que perdre son comparse, son binôme comme ça doit être très très difficile, mais sa vidéo d'hommage est très très digne. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Michel? Oui, j'ai dit c'est un avertissement qui est envoyé. Monsieur Trump, faites attention, vous mettez les pieds, faites attention qui vous fréquentez. On aurait très bien pu faire disparaître Charlie Kirk dans un accident stupide. On aurait pu le retrouver pendu avec les doigts de pied touchant le sol comme Olivier Marleix, ou dans une voiture comme dénaissée, une voiture avec un fusil qui ne portait pas ses empreintes digitales. On peut avoir un accident de voiture, se faire écraser comme les méchants témoins qui ont participé au programme Apollon sur un passage à niveau qui se referme inopportunément alors que vous êtes en plein milieu des rails et que le train arrive. Il y a beaucoup de façons de faire disparaître les gens. Mais là, je pense que c'est un signal clair, un signal fort qui a été envoyé, un signal politique. La situation est extrêmement tendue au Proche-Orient. La mort de Kirk intervient au moment où Israël se permet
bombarder l'un des plus proches alliés de l'Amérique, même un allié pivot central dans le Golfe et en Orient, au Proche-Orient, à savoir le Qatar. Doha. On va en parler dans quelques instants. Doha, c'est comme Raphaël, tu l'as dit, Israël est en roue libre, mais jusqu'où vont-ils aller ? Il ne faut pas lâcher le guidon dans ces cas-là. Ce sera ma troisième question, justement, jusqu'où vont-ils aller, qui pourra les stopper. Alors, deuxième question, c'est par rapport, puisqu'on a en introduction, donc je pense que c'était très important qu'on parle de Charlie Kirk et de ce qui se passe aux États-Unis, parce que finalement, les États-Unis restent finalement les seuls derniers alliés d'Israël, et en même temps, il y avait ce vent de révélation porté notamment par des gens comme Tucker Carlson, Candace Owens et d'autres, des gens qui mettaient en avant l'emprise que Israël, et notamment via le Mossad, avaient et ont encore sur Israël, notamment avec cette fameuse affaire Epstein. Et c'est vrai qu'on en parle assez peu en France, de l'affaire Epstein et de ses implications, de tous ces rebondissements. Alors qu'aux États-Unis, ça fait beaucoup de bruit. Il y a des millions et des millions de personnes qui suivent ça. Et parmi ces millions de gens, il y a des gens qui, auparavant, supportaient sans trop savoir bien pourquoi, parfois, Israël. Donc là, il y a un vrai changement de... Oui, quand vous dites, Raphaël, tu dis supportait, c'est-à-dire c'est de l'anglais. Hein. Il supportait pas, c'est ce qui est insupportable, c'est le globish, mais il nous envahit tous. Tous n'en mouraient pas, mais tous étaient atteints. C'est-à-dire soutenaient Israël, étaient partisans d'Israël, c'est ce que tu voulais dire. Voilà. Il y a une troisième dimension qu'il faut que j'évoque en une phrase de la mort de Kirk. C'est il y a des gens qui sont spécialistes dans les révolutions intérieures. Créer la zizanie, accroître le fossé qui existe entre les communautés. Et beaucoup ont vu là, avec cet assassinat qui marque un tournant, un risque de démarrage de troubles. Beaucoup ont parlé d'ailleurs même de guerre civile aux États-Unis, où la situation est très instable. L'affaire George Floyd a vu des émeutes raciales inouïes. Aujourd'hui, il y a des grandes villes, Los Angeles, peut-être demain Chicago, où le président Trump, l'administration Trump envoie la garde nationale, ou l'armée même. C'est dire que la situation est extrêmement instable, et c'est une façon indirecte aussi, en affaiblissant l'administration, en créant ces troubles interne, de mettre au pas cette administration qui n'est peut-être pas assez docile. Je reprends l'hypothèse, la thèse, l'idée d'un dénommé Kramer, qui est d'origine peut-être serbe, en tout cas il est d'origine de la Yougoslavie, qui était un opérateur de salle de marché, ce qu'on appelle un trader, et qui va assez loin dans cette analyse et dans son soutien à Trump, qui n'est peut-être pas aussi inféodé, aussi en état de collusion avancée avec Israël et M. Netanyahou. Pensons qu'il y a eu cette volte-face, puisque vous parliez de l'affaire Epstein. Le gouvernement, l'administration Trump s'était engagée à publier les listes. Il y en a plusieurs, notamment celle du pilote. Elles sont plus ou moins connues. Mais quels sont les documents qui sont conservés à Tel Aviv, par exemple ? On ne sait pas très bien. Y en a-t-il qui pourraient être utilisés contre Donald Trump lui-même ? Ça pourrait être une explication sur le blocage dans la diffusion de ces listes. Mais également, il y en a une autre, moins défavorable, c'est que c'est une telle mine de moyens de chantage, de moyens de pression, d'instruments de négociation que finalement on ne les révèle pas puisque on peut trouver une utilité un peu plus tard ou ailleurs. Tout est dit, mais il est vrai que l'affaire Epstein étant lui-même, il était en relation constante avec l'ancien Premier ministre et ministre de la Guerre Ehud Barak, était à l'évidence un agent du Mossad. Ces gens
ont du génie dans la manipulation, dans la façon de tenir les gens par la barbichette et par autre chose aussi, le cas échéant. Et c'est vrai qu'ils se révèlent. Aujourd'hui, ils se croient donc invincibles. Et ils le sont d'une certaine façon, puisque là, ils travaillent assidûment à affaiblir l'administration de Trump aux États-Unis même. Alors c'est vrai que Israël paraît être le seul pays qui peut attaquer comme ça tous les pays autour de lui sans avoir beaucoup plus d'autres choses qu'une remontrance verbale dans les conséquences en tout cas de ses actes, notamment des pays occidentaux et notamment des gros pays qui sont les plus puissants au monde. Alors on va essayer de faire la liste. Israël donc fait la guerre aux Palestiniens, à la Palestine, fait la guerre au Liban, fait la guerre en Syrie, fait la guerre en Iran, fait la guerre au Yémen. Elle déstabilise l'Irak très certainement via le Kurdistan aussi. Donc on peut suggérer qu'elle opère depuis le sol irakien. Elle fait la guerre peut-être aussi depuis le sol tunisien. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec la flottille, là, des 50 bateaux pour Gaza qui étaient oui, les drones ne sont pas partis de nulle part. Hein. Voilà. Donc ils sont très certainement partis de Tunisie, c'est ce qui semble plus de plus simple. Tunisie ou d'un surfacier, d'un bateau de surface ou d'un submersible. Tout à fait. En tout cas, ce ne serait pas la première fois que les sionistes opéreraient depuis le sol tunisien, si c'était le cas. Et ils opèrent maintenant au Qatar, donc ils opèrent au Yémen. Hein, je ne sais pas si je l'avais inclus dans la liste, mais ils opèrent bien et bien au Yémen. Et maintenant, ils opèrent au Qatar. Et ça, je pense que ça a surpris un certain nombre d'observateurs, parce qu'on ne pensait pas forcément qu'ils oseraient aller aussi loin, parce que tu l'as dit tout à l'heure, le Qatar héberge une des bases militaires les plus importantes des États-Unis dans la région, et le Qatar fait un élément central dans la... C'est la base stratégique du CENTCOM, c'est-à-dire du grand commandement américain pour tout le Proche-Orient et l'Asie proche. Ah, donc c'est extrêmement un nœud extrêmement central, et même en ce qui concerne la diplomatie, le Qatar est un des grands, sinon le grand allié des États-Unis dans la région, et donc forcément les États-Unis ont à minima laissé faire leur allié encombrant. Voilà, il y a eu cette frappe à Doha et il n'y a eu aucune conséquence, en tout cas en apparence. Quelles sont pour toi les conséquences peut-être sur le temps moyen et sur le temps long, parce que elle risque d'être importante et grave. Peut-être la remise en cause des accords d'Abraham qui avaient été parrainés par les États-Unis. Tout d'un coup, j'ai vu un ministre qatari qui venait de découvrir que les matériels achetés à coût de milliards de dollars, les matériels militaires, pouvaient être bridés ou pouvaient être inhibés, bloqués à distance par les États-Unis. Mais on le sait, par exemple, pour les F-16 en service en Allemagne. Si les Américains ne veulent pas que les F-16 décollent, ils ne décolleront pas. Donc, vous ne pourrez pas... C'est la même chose pour des drones, c'est des drones que la France a achetés aux États-Unis. C'est Predator ou un nom comme ça, des drones qui dépendent de la bande passante américaine et qui avancent avec une géolocalisation de satellites gérés par des Américains. Voilà. Donc, si les Américains ferment, s'ils ferment, rien ne fonctionne. En tout cas, il est à peu près les Qataris découvrent, enfin ils auraient pu le savoir, avec consternation que s'ils étaient attaqués par Israël, ils ne pourraient pas détruire les aéronefs israéliens, leur système de défense, leur DCA de défense antiaérienne serait cloué au sol, leurs missiles ne décolleraient pas, ne partiraient pas. Et d'ailleurs, ils n'ont pas décollé quand les avions israéliens qui ont soit violé, soit ont eu la permission de traverser l'espace aérien jordanien et saoudien. Alors tout le monde peut être très indigné, mais encore une fois, on est paralysé, tétanisé comme l'oiseau devant le serpent quand Israël met les pieds dans le plat. Ceci étant dit, c'est extrêmement mauvais pour les États-Unis. Là aussi, c'est une attaque directe contre les États-Unis, puisqu'il y avait un processus de négociation en cours à Doha. Les négociateurs du Hamas ont été prévenus 10 minutes avant
avant les frappes israéliennes. C'est pourquoi aucun n'a été tué. Enfin, il y a eu des personnels qui sont décédés, mais c'était pas les grands chefs. Ils ont été prévenus par les services, apparemment les services turcs, qui ont envoyé, je ne sais pas par quel canal, qui ont prévenu. Alors on dit que les Américains auraient prévenu aussi, mais c'était pour la forme. C'était quelques minutes avant que les missiles et les bombes ne frappent les bâtiments en question. Donc, c'est la deuxième fois. La première fois, il y avait une réunion, il y avait une négociation en cours entre les États-Unis et l'Iran, quand Israël a attaqué unilatéralement, en prévenant peut-être une demi-heure avant son grand allié américain. Ce qui veut dire que plus personne ne va faire confiance à l'Amérique. À chaque fois que vous négociez ou vous entamez une négociation, vous vous rassemblez et vous êtes bombardé. Bon, c'est une fois, deux fois, ça commence à bien faire. Là encore, Israël met bas les masques, elle apparaît pour ce qu'elle est, une puissance dont les buts de guerre sont des buts d'hégémonie régionale, entre autres, d'hégémonie régionale, d'expansion, de contrôle de tout l'Orient proche, jusqu'au plateau iranien. Et l'Amérique se retrouve le bec dans l'eau. L'Amérique, le coup porté à la diplomatie américaine est considérable. Alors, comme il y a des négociateurs aussi du Hamas en Turquie, on se demande si la prochaine fois, les Israéliens vont aller frapper Ankara. Ça m'étonnerait bien quand même. Mais enfin, on peut tout imaginer de nos jours. Alors, il y a un autre ennemi que Israël est en train de se déclarer depuis quelques temps, depuis quelques mois, et ça fait peu de bruit. Peu de gens en parlent. Là, j'ai devant moi le magazine Diplomatie que j'achète de temps en temps, même si je suis rarement d'accord avec leurs analyses, mais il y a de très belles cartes dedans. Donc, et là, il y avait un dossier dans ce numéro-là, ce qui date d'avril-mai 2025, sur la géopolitique d'Israël. Et ça m'a permis d'apprendre, en lisant un article, enfin une interview d'un géopolitologue israélien de Tel Aviv, professeur à l'université de Tel Aviv. Il s'appelle Emmanuel Kavson. Et donc ce monsieur parle de l'Iran et de la Chine. Et il dit ces choses-là, deuxième réponse. À présent, Washington est déterminé à aider son allié israélien à tenir ses objectifs car il partage les mêmes ennemis, l'Iran et par filiation, la Chine. Alors j'avais rarement entendu dire aussi clairement que la Chine était l'ennemi d'Israël. Oui, effectivement, ennemi des États-Unis, puisque c'est le concurrent en termes d'hégémonie mondiale, mais que le petit Israël se déclare comme ennemi de la Chine. Alors, je l'avais entendu dans un autre article, ceci dit, qui parlait des armes et des équipements militaires découverts par l'armée israélienne dans les tunnels et autres à Gaza. Et il y aurait, ce que dit l'article, il y aurait beaucoup de matériel chinois. Ah. Enfin, je pense que les Chinois sont assez malins pour maquiller leur matériel et pas laisser les marques de fabrique dessus. Toujours est-il que là où les États-Unis ont un intérêt à soutenir Israël dans ses menées belliqueuses à l'encontre de l'Iran, de la République islamique d'Iran, c'est que l'Iran fournit actuellement 17% des hydrocarbures consommés, utilisés en Chine populaire. Si le camp occidental anglo-américain récupérait les puits de pétrole et gaziers d'Iran, en assurait la gestion, bien entendu, c'est-à-dire le monopole, bien entendu, il pourrait, non pas qu'il couperait les approvisionnements à la Chine, mais ils auraient la main sur le robinet. Or, quand vous voulez étrangler quelqu'un, vous serrez la vis et ça serait également un moyen de chantage économique non négligeable. D'où l'importance géoéconomique, géostratégique de l'Iran. Faire tomber d'urgence, c'est une idée que je développe dans mon livre, comprendre la destruction de l'Iran.
chez Deterna, et de comprendre que nous sommes sur un échiquier mondial. Comment déplacer les pions? C'est pas par simple haine de l'Iran. Bien sûr, il y a une quantité de gens qui détestent l'Iran. Et on cultive d'ailleurs cette haine. L'Iran est barbare, torture ses femmes, les matraque. C'est le pays où il y a, non pas au monde, mais il faudrait faire une analyse comparative où il y a le plus de femmes médecins, de femmes ingénieurs, de femmes ceci, de femmes cela. Alors c'est vrai qu'on leur demande de porter un petit hijab, c'est-à-dire un petit foulard, comme nos mères et nos grands-mères en portaient d'ailleurs. Toutes les femmes avaient... on ne sortait pas en cheveux à une certaine époque. Mais ça, c'est bien oublié. Mais il faut voir encore peut-être des films des années 60 pour comprendre exactement de ce dont je parle. Alors aucun pays, aucune instance internationale ne semble prête à stopper militairement Israël pour l'instant. Aucun pays, le Conseil de sécurité n'est pas prêt de voter une action militaire contre Israël. Et en même temps, compte tenu de la folie meurtrière et messianique de ceux qui sont aujourd'hui à la tête d'Israël, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Et en même temps, je fais 3 ans en même temps, le peuple palestinien, lui, est attaché à sa terre pour plein de raisons. C'est-à-dire que c'est un peuple de paysans. On se rappelle de toutes ces familles qui ont encore la clé de la maison d'où ils sont partis en 47-48, avec ce fameux droit au retour qui n'a jamais été respecté, mais qui est dans toutes les mémoires, transmis de génération en génération chez les Palestiniens. Donc, on pourra leur proposer toutes les Rivieras du monde, avec tous les jetons numériques pour... qui est une forme de moderne du droit au retour. Ils ne vont pas partir, ils préfèrent mourir sur place. Les chiffres sont d'ailleurs dramatiques. On parle de 60 000 morts, mais ça, c'est ce que le ministère de la Santé du Hamas a pu identifier comme corps. Il y a tous ceux qui n'ont pas pu être identifiés, tous les disparus. The Lancet avait parlé de 200 à 300 000 morts. Et en fait, quand l'armée israélienne parle des Gazaouis qui restent, il parle, je crois, de 1,2 million de personnes. Alors, sur les 2 200 000 initiaux. Voilà. Donc on peut craindre que malheureusement, il y en aurait peut-être 800 000 qui seraient morts quand on parle tous les disparus, toutes les morts indirectes. Alors après, dans ces 800 900 000, il y a peut-être, ou 1 million, il y a peut-être aussi des gens, quelques dizaines de milliers de personnes qui sont partis aussi. Ça, on ne sait pas, mais très peu. Gaza est une nasse, c'est un lieu clos où on entre très difficilement. Et ces temps-ci, quand même, la presse internationale a eu l'air de découvrir que les journalistes étrangers ne pouvaient pas y aller, ne pouvaient pas témoigner. Et comme à l'intérieur de Gaza, on tue les journalistes, les correspondants palestiniens d'un seul coup, l'autre fois, il y avait eu 5 correspondants d'Al Jazeera, plus un autre reporter. Reuters, peut-être ? Oui, qui avait été tué en une seule frappe. Mais ça continue, le décompte. On doit être aux alentours de 250 journalistes qui ont été plus que tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, conflits coréens compris. Alors, est-ce que tu m'entends? Parce que là, je ne me vois plus en retour. Moi, je ne te vois plus non plus, mais je t'entends. Alors, et puis il y a cette pratique odieuse de la double frappe. C'est-à-dire qu'ils font une première frappe, les Israéliens, on me voit à nouveau, et puis une fois que les caméras arrivent, que les secours arrivent, ils font une seconde frappe exprès pour tuer donc les journalistes, les médias, les caméramans, les reporters, ainsi que les premiers secours. Et c'est une pratique qu'ils utilisent aussi bien à Gaza qu'au Liban. Non, mais arrêtez de dire des âneries, Raphaël, arrêtez de dire des âneries. Il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de famine, on ne tue pas les journalistes, tout ça, ce sont d'infâmes menteries. Arrêtez de... Effectivement, donc... arrêtez. C'est le parangon de la novlangue, c'est utilisé par Israël, effectivement. Il s'arroge le titre de l'armée la plus morale du monde. Il se comporte vraiment de manière indigne. Et on peut se demander qui va les stopper. Personne. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Je disais, une intervention armée, c'est peut-être la seule chose qui stopperait Netanyahou, mais elle reste peu probable à l'heure actuelle. Peut-être l'Iran, s'ils arrivaient à monter une coalition de pays. Mais non, il faut espérer qu'Israël meure d'indigestion, à force d'être boulimique. Dans les 72 heures qui ont précédé la frappe sur Doha, Israël a mené des opérations aériennes de bombardement sur 6 théâtres, sur 6 pays. Dans les 72 heures qui ont précédé.
J'ai cherché, mais alors, c'est pas la peine d'aller sur Google, on trouve rien. Hein. Il y a la Syrie, il y a le Yémen. Oui, le Liban. C'est... Ne pas oublier qu'Israël a tué le Premier ministre yéménite, alors que les actions de contrôle d'accès à la mer Rouge, de circulation, ne sont liées strictement qu'à la situation à Gaza. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Et que les États-Unis ont conclu une paix séparée avec le Yémen, ce que n'a pas fait Israël, qui continue à bombarder. Enfin, c'était un imbroglio sans nom, mais on voit bien qu'Israël... Alors, Israël, à la fois, comme je l'ai dit, on dit Israël n'a pas de but, n'a pas d'objectif. Si, il y a un but d'hégémonie régionale. Ça, c'est indéniable. Derrière, il y a un premier niveau eschatologique, c'est le Grand Israël. Cette terre a été donnée par Yahvé. Enfin, c'était il y a longtemps. Et je sais pas, je pense que tous les témoins ont disparu. Et Moïse lui-même, si on se reporte au nombre, je crois que c'est nombre 31, procède à des massacres sans nom de tous ceux qui... se sont commis avec, je crois, les Cananéens. Mais si je peux me permettre une petite exégèse, en fait, historiquement, en fait, ce peuple, il n'a pas été fondé sur un lien à une terre, mais un lien à une loi qui devait être respectée, la loi mosaïque. Et cette loi, donc le peuple, en tout cas au niveau de symboliquement, il a été créé en exil, mais pas du tout en terre promise. Et il a été fondé non pas donc autour de cette terre-là, et de cette promesse de cette terre, mais autour du respect de la loi mosaïque. Voilà, c'était une petite parenthèse. Oui, et Moïse, qui était quand même quelqu'un qui savait manier le glaive avec dextérité, dirons-nous. Un peu comme avec les Gazaouis aujourd'hui. Bien que nous soyons tous apparemment fils d'Abraham, mais à des degrés divers, apparemment. Voilà. Donc, les contradictions internes en Israël, tu parlais le fait non seulement qu'il avait un appétit trop gros militaire, et peut-être aussi les contradictions internes qui sont peut-être pas tenables sur le long terme. Alors, et puis surtout, c'est vrai qu'il y a des flux de retour. Je ne sais pas si la balance existe entre ceux qui rentrent en Israël et ceux qui en sortent, mais depuis on arrive à 2 années de guerre maintenant. Nous sommes au 23e mois. 24e mois, pardon, et il y a beaucoup de gens qui partent, qui n'en peuvent plus. Les réservistes aussi qui ne veulent plus, oui, mais ça c'est marginal. La presse dissidente met l'accent, mais c'est quelques dizaines d'individus qui renaclent. D'abord parce que les Israéliens même ne sont pas contents. Leurs fils et leurs filles vont se faire tuer à Gaza, et alors que les religieux, eux, ne travaillent pas. Ils sont entretenus par l'État et ne font pas non plus leur service militaire. Donc, il vaut mieux aller dans une yeshiva, opiner du bonnet et lire le Talmud, l'apprendre par cœur. Israël, non, comme je dis, a peut-être les yeux plus gros que le ventre. Netanyahou ne renie pas le côté eschatologique et messianique, puisqu'il le revendique. Il dit que c'est un devoir religieux. Donc il joue sur tous les tableaux, puisqu'au départ, Netanyahou est le fils du secrétaire particulier de Jabotinsky, qui est le fondateur en 1923 du sionisme révisionniste, et ce sont des gens qui sont les mêmes qu'on retrouve dans la révolution bolchevique, les mêmes, puisque la révolution bolchevique était une révolution presque essentiellement juive. Les non-juifs se comptaient sur les doigts des 2 mains, à peine. Et sont des gens qui ont je vais faire une drôle de terme, une sorte d'oxymore. Ce sont des athéistes transcendantalistes. Ils pratiquent un athéisme transcendant. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu, mais le messianisme est quand même bien présent. Hein. Il faut réaliser le paradis sur terre, revenir à l'âge d'or, mais sans doute sous
sous le contrôle étroit d'une caste sacerdotale, de prêtres, tel que l'avait décrit, bien décrit, un homme qui n'était pas juif, qui était Kounenov Karlerji, dans l'idéalisme pratique, où il voyait dans le peuple hébreu une race de prêtres appelés à devenir la nouvelle aristocratie mondiale. Mmh. On l'entend dans la bouche de certains rabbins francophones qui vivent à Jérusalem et ailleurs en Israël, qui sont assez extrémistes, et certains même parlent même de 1000 esclaves pour un juif. Et il y a aussi ce concept au fil de l'histoire, et notamment avec les sionistes, de prophétie autoréalisatrice, et c'est vrai qu'on est peut-être en plein dedans. Il y a effectivement le grand Israël, avec ses frontières du Nil à l'Euphrate. Ce serait donc les deux liserés bleus d'ailleurs sur le drapeau israélien qui symboliseraient ces deux rivières. Mais il y a un autre sujet messianique, mais pas que, qui touche à la religion. Précisons bien que tous les juifs de la terre, tous les juifs français, je n'ai pas dit les juifs de France, je ne sais pas pourquoi on parle des juifs de France, ils sont français ou ils ne sont pas français. Bon, tous les juifs français ne partagent pas forcément ces visions plus ou moins délirantes. Heureusement. Oui, le sionisme, c'est quelque chose de bien particulier, et le judaïsme, c'est... Même si en Israël actuellement, un sondage d'une grande université commandée par une grande université américaine précise bien que 47% de la population serait favorable à l'application des méthodes de Josué, lire le livre de Josué. Génocide. Bah oui, l'épuration ethnique intégrale. Mais même 82% étaient favorables à des déplacements de population, donc c'est-à-dire un nettoyage ethnique soft, et 47% par hard génocide. Et ça s'explique d'ailleurs parce que tu parlais tout à l'heure de ceux qui partent et ceux qui arrivent. En ce moment, ceux qui partent, c'est ceux qui voudraient peut-être faire la paix avec les Palestiniens, et ceux qui arrivent, au contraire, c'est ceux qui veulent buter des Arabes. Ah, le mot est rude, buter, oui. Buter, oui. Et alors, ce que je voulais parler, parce qu'on a parlé du projet eschatologique de Eretz Israël, du Grand Israël, et il y a un autre sujet qui excite les mentalités, notamment à Jérusalem, c'est la reconstruction ou la construction du mont du Temple, enfin du Temple de Salomon au mont du Temple. Et donc ça n'irait pas sans problème avec la mosquée Al-Aqsa, qui est le 3e lieu saint de l'islam. Mais c'est un projet qui existe vraiment, hein, c'est pas juste un ou deux fêlés. Non, mais j'ai vu les maquettes moi-même. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? C'est concret, c'est porté par des politiques. Netanyahou partage le troisième temple. Le second a été détruit par Titus en 70, je crois, après Jésus-Christ. Titus devait être le fils de Marc Aurèle, mais je me trompe peut-être. À une époque où les rues étaient infestées de ce qu'on appelle des sicaires, des zélotes, qui tuaient non pas les Romains, non pas les gentils, ce qu'on appelle les gentils, qui tuaient, mais les Romains n'étaient pas forcément gentils, hein. Mais tuaient d'autres juifs qui étaient trop tièdes, qui n'étaient pas assez hostiles aux ennemis. Aux ennemis de la religion hébraïque. Donc c'est le second temple. Le troisième devant coïncider avec, là aussi, l'arrivée du Messie. On nous dit bien être juif, ce n'est pas une race et ce n'est pas une religion, mais enfin bon, si c'est pas une race, en tout cas, il y a quand même des traits culturels d'ordre ethnique. Et c'est aussi quand même sur une base, sur un fondement, tout ce qui est le plus religieux. Je sais que des rabbins cherchaient depuis des années une vache rousse sans le moindre poil blanc. On les regarde à la loupe, pas de poil blanc, et qui serait sacrifiée au moment de l'arrivée du Messie. Bon, on s'amuse comme on peut, mais je croyais qu'on était au siècle de la science, de l'intelligence humaine et artificielle, et on s'aperçoit qu'on n'a pas décroché, on est toujours ancré dans des croyances qui sont peut-être
qui pourrait être en soi respectable si elle ne débordait pas aussi abondamment sur la vie de tous les jours, sur les équilibres géopolitiques de la planète. Voilà, c'est ce que l'on peut dire. Alors, il y a les fameux rabbins de Naturae Carta qui, eux, considèrent qu'Israël est une aberration, mais ils ne sont pas les seuls, puisque Dieu Yahvé a chassé les Juifs justement pour les punir, et ils ne peuvent pas revenir en terre d'Israël tant que cette interdiction n'est pas levée. Les gens de Naturae Carta considèrent qu'ils ont une mission, j'imagine, relative à la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire à l'universalité du monde humain. Mais en tout cas, eux ne sont pas spécialement virulents. On les a vus d'ailleurs, on les a vus ici et là, et notamment à Téhéran, il y a quelque temps. Donc, surtout ne mettons pas tous les Juifs dans le même sac ou dans le même panier. Ça serait à tort, mais les plus agités se font toujours remarquer à mauvais escient. Merci de le rappeler. C'est vrai que parmi tous les auteurs également qui m'ont beaucoup éclairé, et tous les intellectuels, il y a beaucoup de juifs de par le monde, notamment Norman Finkelstein aux États-Unis, Ilan Pappé en Israël, et encore bien d'autres. Je ne pourrais pas tous les citer. Israël, Adam Shamir. Exact, tout à fait. Est-ce que, si Lazare, tu m'entends, je n'ai pas de compteur et j'ai oublié de regarder à quel moment nous avons commencé cette émission. Donc je ne sais pas si l'heure, si nous sommes en train d'approcher la fin de l'émission, mais je le crois. 55 minutes. 55 minutes, donc il nous reste encore 5 minutes. 5 minutes pour parler d'Israël et du sionisme, parce que la remarque que je voulais faire avant qu'on close cette émission et te faire rebondir, il fallait, lors de la Seconde Guerre mondiale, il fallait à la fois arrêter Hitler, mais également l'idéologie qui était portée par l'idéologie nazie, parce que c'était pas juste un homme. Là, c'est la même chose. Souvent, quand on entend certaines personnes, on se dit ah ben tiens, si Netanyahou on le chassé du pouvoir, s'il perdait la coalition, s'il était chassé du pouvoir, ça suffirait et tout redeviendrait bien comme avant. Alors en fait non, le problème c'est le sionisme, puisqu'on a vu que ça n'a jamais été bien. Ça n'a jamais été bien. Jamais. Voilà, le sionisme de gauche comme le sionisme de droite, on continue le même projet. Il y avait un nettoyage éthique soft, c'était de gauche, et un nettoyage éthique hard de droite, mais c'est le même projet depuis 1947 et même avant. Qu'est-ce que tu écoutez, en 1948, il y a eu ce qu'on a appelé la grande catastrophe, la Nakba, et aujourd'hui, je crois que nous sommes sous nos yeux en train de vivre une seconde Nakba, puisque quand tu parlais des théâtres d'opération, des champs de bataille d'Israël, en citant la Syrie, le Yémen, l'Iran, etc., etc. Tu as dit la Palestine, mais la Palestine, c'est deux choses. C'est à la fois Gaza, il y a une guerre à Gaza, et il y a une guerre sourde, souterraine, mais qui fait des morts, en Cisjordanie. Ce que les Juifs appellent la Judée-Samarie. Et alors, ils déclarent qu'ils ont des droits, mais de quels droits ? On est, chez nous, l'esprit laïque, c'est la religion officielle, le laïcisme, la laïcité. On doit laisser la divinité de côté. Mais là-bas, à la fois, on dit que c'est un État laïque aussi. La seule démocratie de la région. Voilà, la seule démocratie, et en même temps, tout s'appuie sur des récits que je n'ose qualifier de mythologiques, en tout cas très majoritairement légendaires, qui donnent... Mais sincèrement... Israël dit qu'il a le droit de se défendre, oui, en tant que communauté, et encore faudrait-il qu'il soit réellement et violemment attaqué. Il l'a été le 7 octobre 2023. Mais quels sont les droits d'Israël ? De quel droit peut-il se prévaloir ? Du premier occupant, mais c'était il y a 2000 ans. Alors nous, on va par exemple aller voir M. Erdogan à Ankara et lui dire mais Istanbul, c'était Constantinople, jusqu'en 1930, ça s'appelait pas Istanbul avant, 1930, Constantinople, c'est chez nous, ça a été l'Empire romain d'Orient, moins 732, je crois, naissance de Rome, qui s'est poursuivi sans discontinuer jusqu'à la chute en 1400,
1543, je crois, la chute de Constantinople, si je ne me trompe. Je ne te corrigerai pas parce que je n'ai pas la date en tête. Oui, donc il y a une continuité, de 25 siècles au moins. Donc on pourrait dire Constantinople nous appartient à la romanité. Oui, puis quand Israël se revendique comme premier occupant, quand on lit l'Ancien Testament, c'est pas tout à fait si clair. Je pense que justement, quand ils sont arrivés en terre promise, c'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Il y avait déjà des occupants, les Cananéens, les Philistins, différents peuples, et donc du coup, ils ont dû faire la guerre. Et même Dieu aurait dit, il faut passer par le fil de l'épée, hommes, femmes, enfants et bêtes, donc des génocides en fait. Voilà pour. Oui, les nombres 31. Les nombres 31. Et alors donc, par contre, occupants, ça ils le sont au regard du droit international aujourd'hui. C'est peut-être pas le premier occupant, mais ils sont la puissance occupante aujourd'hui, et ça leur donne un certain nombre de droits. Ça leur donne un certain nombre de devoirs vis-à-vis du peuple. Voilà, deux devoirs. Il paraît qu'on vit dans un monde où il y a des règles. Moi, je dirais plus, il y a non seulement des règles, mais il y a aussi des principes. Et les principes hérités de la civilisation helléno-chrétienne et non pas judéo-chrétienne, c'est une invention récente. Je vois pas, ce ne sont pas les Juifs qui ont bâti les cathédrales, que je sache. Ni véritablement inventé la science moderne. Et créé les bases de la science moderne. Même si aujourd'hui, ils ont beaucoup de prix Nobel. Mais vous voyez ce que l'on peut faire avec l'empire des mots. Un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Ça voulait dire que si c'était un peuple sans terre, c'était le peuple de la diaspora, il n'y avait pas de terre. Et alors une terre sans peuple, mais si, les Palestiniens étaient là. Mais avec des mots, on peut travestir, on peut transformer, on peut faire ce que l'on veut. Comme je vous dis, on nous parle et tout le monde reprend Anon, perroquette, c'est du psittacisme. Le judéo-christianisme, en quoi, si, on a eu des philosophes modernes qui étaient juifs, comme Bergson, par exemple, Jankélévitch, mais on a eu aussi Montaigne, mais il était converti. Mais enfin, c'est toute la haute culture française, par exemple, et européenne, n'est pas à la base judaïque. C'était des collecteurs d'impôts. Je recommande, il y a un livre très extraordinaire qui a été réédité par Contre-Culture, écrit par un juif trotskiste qui malheureusement est arrivé à Auschwitz, mais il n'a pas été gazé, il n'a pas été tué, il est mort de maladie. Et il s'appelle Abraham Léon. Et c'est le titre de son livre, c'est la vision matérialiste de la question juive. C'est un livre tout à fait étonnant et on voit que, contrairement à ce qu'on nous dit, les juifs n'étaient pas persécutés, c'était des collecteurs d'impôts qui étaient protégés par les grands féodaux, protégés par les monarques, quand ils n'étaient pas expulsés, certes. Ça, c'est Saint-Louis, Louis IX et son fils Philippe le Bel, qui ont procédé à ces horreurs. Mais on voit bien qu'il y a une continuité. Puis il y a un autre livre, mais là je m'arrête ici, c'est celui de l'histoire de l'antisémitisme de Bernard Lazare, qui évidemment est solidaire de sa communauté, mais qui décrit quand même le parcours historique, un parcours historique qui explique bien des choses, beaucoup de choses, et même peut-être beaucoup trop. Lisez Bernard Lazare, lisez Abraham Léon, on va à bonne source. Ce ne sont pas d'infâmes judéo-sceptiques qui s'expriment, mais pour ça, il faut faire l'effort de lire un petit peu et de vouloir savoir, surtout vouloir savoir, et ne pas répéter des rengaines, des stéréotypes sur la misère des uns et la méchanceté des autres. Oui, alors puisque tu as cité deux livres, je vais me permettre d'en citer un également, c'est les Juifs et la franc-maçonnerie de Jacob Katz, qui raconte un petit peu ce rapport qui était d'ailleurs différent selon les pays, très intégré en France et en Angleterre et beaucoup moins en Allemagne, notamment au 18e et 19e siècle. C'est la période principale que couvre cet ouvrage. Et effectivement, le drame du sionisme, c'est que c'était une idéologie un peu comme les idéologies européennes de l'époque, c'est-à-dire colonialiste et racialiste.
Et alors que, en fait, c'était une époque où les Juifs pouvaient plutôt mieux s'intégrer, en tout cas en Europe de l'Ouest, qu'à bien des époques, à travers la citoyenneté nouvelle que les républiques essayaient notamment la d'insuffler. République française, qui leur Oui. avait donné une Et la franc-maçonnerie, citoyenneté pleine et entière. Et la franc-maçonnerie, puisque les constitutions noachites stipulent bien que, puisque c'est les peuples de Noé, que les Juifs peuvent tout à fait, en tout cas en théorie, être frères en franc-maçonnerie. À une époque où l'Église catholique, notamment, mais vous savez comme moi qu'il existe une franc-maçonnerie ségrégationniste qui s'appelle les Mnébrites, qui était exclusivement juive. Si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas y entrer. C'est pas quand même une preuve absolue de tolérance. Il y a beaucoup de choses à dire sur le B'nai B'rith. Il se trouve que le B'nai B'rith Canada a fait partie des groupes qui ont diffusé la fausse traduction sur Mahmoud Ahmadinejad, comme quoi il aurait dit qu'il voulait rayer Israël de la carte, chose qu'il n'a jamais dite. Il se trouve que le B'nai B'rith Canada fait partie avec deux autres lobbies sionistes, des officines qui ont diffusé cette fausse information. Raphaël, je propose qu'on s'arrête de dire des horreurs. Parce Exactement. que nous allons nous retrouver devant un tribunal, je n'ai pas dit un Sanhédrin, mais nous allons nous retrouver devant un tribunal religieux qui nous fera les gros yeux. Et en tout cas, on a dit tapera sur les doigts. C'est possible. En tout cas, on a dit beaucoup de choses. Merci beaucoup pour ton érudition et le temps que tu nous as accordé. Merci, c'était, je pense, très éclairant. Eh bien, merci à toutes, à tous, à bientôt, très bientôt, et vive le travail effectué par l'équipe de Nexus. Voilà, et ce rendez-vous, je vous le rappelle, s'appelle Carte sur table, et on essaiera de faire, dans un premier temps, toutes les 2 semaines, et une fois qu'on aura notre rythme de croisière, on passera en hebdomadaire. Jean-Michel, merci beaucoup, et à bientôt. À bientôt à toutes et à tous. Au revoir.